Antoine avait abandonné Élise avec un vignoble qui ressemblait à un cimetière de ceps tordus. « Ces plantes mortes sont tout ce que tu mérites », lui avait-il craché en partant avec son amante. Ce qu'il croyait être une condamnation à mort allait se transformer en l'origine d'un empire viticole qui ferait trembler toute la région. Ceci est l'histoire de la façon dont une femme a transformé des racines sèches en un héritage de millions. Le soleil de mars tombait sans pitié sur la région de Saint-Émilion lorsque Élise Lefebvre, 34 ans, descendit de la camionnette, tenant sa fille Camille, 7 ans, d'une main et portant Théo, 4 ans, dans l'autre bras. Son mari Antoine restait au volant, moteur allumé, sans la regarder. « Baisse les valises du coffre », ordonna-t-il d'une voix sèche. Élise obéit en silence, sachant que toute parole pourrait empirer ce qui était déjà insupportable. Les 2 valises usées contenant tous leurs vêtements et ceux des enfants tombèrent sur la poussière du chemin avec un bruit sourd. « Maman, où sommes-nous » demanda Camille en regardant autour d'elle avec des yeux effrayés. Devant elle s'étendaient 5 hectares de ce qui avait été autrefois un vignoble prospère. C'était maintenant un paysage désolant de ceps tordus et gris, sans une seule feuille verte. Les piquets de bois soutenant les fils de fer étaient pourris, certains tombés. La terre, craquelée par des années de sécheresse et d'abandon, semblait incapable de soutenir la vie. Au fond, à peine visible entre les plantes mortes, s'élevait une petite construction en adobe avec un toit en tôle rouillée. Les fenêtres, si elles avaient eu des vitres, n'étaient plus que des trous noirs qui semblaient fixer le vide à l'horizon. « Papa, j'ai soif » gémit Théo dans les bras d'Élise. Antoine coupa finalement le moteur et descendit du véhicule. Il avait 38 ans, mais son visage portait les marques de l'alcool et des nuits d'excès. Au cours des 6 derniers mois, depuis qu'il avait rencontré Sophie en ville, il s'était transformé en un étranger. « C'est l'héritage que m'a laissé mon oncle Hector », dit-il en désignant le vignoble mort d'un geste ample. 5 hectares de rien, des ceps qui n'ont pas produit un seul raisin depuis 8 ans. Une terre qui ne vaut même pas la peine d'enterrer les morts. Élise regarda autour d'elle, sentant son cœur se serrer. Musique. Elle avait entendu parler de cette propriété auparavant, mais Antoine en parlait toujours avec mépris, comme quelque chose qui ne valait même pas la peine d'être visité. « Musique, Antoine, que faisons-nous ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il la regarda avec ses yeux qu'il avait autrefois regardés avec amour et qui ne reflétaient plus que du mépris. « Je te laisse ici, » dit-il avec une brutalité simple, « avec tes enfants et avec ces plantes mortes. C'est tout ce que musique tu mérites après 11 ans d'être un fardeau. » Les mots tombèrent comme des pierres sur Élise. Camille commença à pleurer doucement, pressentant quelque chose de terrible dans le ton de son père. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura Élise, bien qu'au fond d'elle, elle savait qu'il l'était. Les derniers mois avaient été une torture d'humiliation, d'arrivée tardive sentant le parfum étranger, de regards de haine là où il y avait eu de l'affection. « Je suis très sérieux, » répondit Antoine en marchant vers l'arrière de la camionnette. Il commença à jeter des objets au sol sans ménagement. Une boîte de vieilles casseroles, des draps effilochés, 2 oreillers minces, musique, un matelas taché. « Tu as ici tout ce dont tu as besoin. Une maison, la terre, le ciel au-dessus de ta tête, c'est plus musique que beaucoup n'ont. Mais il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, » objecta Élise en regardant la construction en ruine. « Les enfants ont besoin de manger, ils doivent aller à l'école. »« Tu aurais dû y penser avant d'être si inutile, » cracha Antoine. « Pendant 11 ans, tu n'as fait que cuisiner et nettoyer. Tu n'as jamais rien appris d'utile. Tu n'as jamais généré un sou. Tu ne faisais que dépenser et dépenser. » L'injustice des mots fit qu'Élise sentit une vague de rage, mais elle l'étouffa. Ce n'était pas le moment de se battre. « Et Sophie » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Elle vaut quelque chose ?» Antoine sourit cruellement. « Musique, Sophie a un salon de beauté en ville. Elle génère de l'argent. Elle a de l'ambition. Elle sait ce qu'elle veut de la vie. Ce n'est pas une femme entretenue qui passe la journée à attendre que son mari résolve tout. » Camille lâcha la main de sa mère et courut vers son père. « Papa, ne nous quitte pas, s'il te plaît, papa. » Antoine l'écarta d'un mouvement brusque qui fit tomber la petite assise dans la poussière. « Je ne suis plus ton papa, » dit-il sans la regarder. « Vous êtes le passé. Ma nouvelle vie commence aujourd'hui. » Élise courut ramasser Camille, qui pleurait inconsolablement. Théo, effrayé par les cris, avait également commencé à sangloter. « Et le divorce ?» demanda Élise avec ce qui lui restait de dignité. « Mon avocat enverra les papiers à l'adresse de ce domaine, » répondit Antoine, en remontant dans la camionnette. « La propriété est à ton nom depuis la mort de mon oncle. Je ne veux rien de tout cela. C'est à toi, avec ton échec. » Il démarra le moteur. Élise fit un pas vers le véhicule, non par supplication,
mais musique par instinct de préservation. Au moins, laisse-nous de l'argent n'importe quoi, pour que les enfants puissent manger cette semaine. Antoine sortit son portefeuille et jeta 3 billets musique par la fenêtre. Ils tombèrent en voltigeant dans la poussière. 50 €, dit-il. C'est plus que ce que tu vaux. Musique. Utilise-les bien. La camionnette souleva un nuage de poussière en faisant demi-tour et s'éloigna à toute vitesse. Élise resta là, debout, avec ses 2 enfants pleurant et s'accrochant à ses jambes, regardant le véhicule devenir de plus en plus petit au loin jusqu'à disparaître complètement. Le silence qui s'installa ensuite fut absolu, rompu seulement par les sanglots des enfants et le sifflement du vent entre les ceps morts. C'était un son désolant, comme un gémissement. Élise s'accroupit et ramassa les billets. 50 € n'étaient pas suffisants pour 2 jours de nourriture pour 3 personnes. « Maman, où allons-nous dormir ?» demanda Camille, les yeux gonflés d'avoir tant musique pleuré. Élise regarda la construction en ruine qui était censée être leur nouveau foyer. Les enfants par la main, elle marcha lentement vers elle. Le porche en bois grinça dangereusement sous ses pieds. La porte à moitié pourrie s'ouvrit d'une poussée, révélant un intérieur sombre et étouffant. Il y avait une seule grande pièce. Le sol en terre était couvert d'excréments de rats et de toiles d'araignées, pendaient du plafond comme des rideaux macabres. Dans un coin, les restes de ce qui avait été un lit en métal rouillé. Dans un autre, un foyer à bois avec la cheminée à moitié effondrée. L'odeur était un mélange d'humidité, d'abandon et de mort. « On ne peut pas rester ici », dit Camille en reculant vers la porte. Mais Élise savait qu'elle n'avait pas d'alternative. Ses parents étaient morts dans un accident 5 ans auparavant. Elle n'avait pas de frères et sœurs. La famille d'Antoine ne l'avait jamais vraiment acceptée, et encore moins maintenant. « Nous allons nettoyer », dit-elle avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. « Musique, tous les 3, nous pouvons le rendre habitable. » Pendant les heures qui suivirent, tandis que le soleil musique déclinait, Élise travailla comme elle ne l'avait jamais fait. Elle balaya le sol avec une branche sèche qu'elle trouva dehors. Elle retira les excréments de rats de ses propres mains, se retenant de vomir. Elle traîna le matelas qu'Antoine avait jeté et le plaça dans le coin le moins sale. Camille et Théo l'aidaient comme ils pouvaient, ramassant des brindilles pour faire un balai improvisé, écartant les plus grosses toiles d'araignée. Lorsque le soleil se coucha complètement, Élise réalisa qu'elle n'avait pas de lumière. Elle n'avait pas d'eau non plus. Le robinet rouillé qu'elle trouva dehors ne fonctionnait pas. « Maman, j'ai faim », gémit Théo. Élise fouilla dans son sac et trouva 3 biscuits qu'elle avait gardés du matin. Elle les partagea entre ses enfants et resta à les regarder manger avec un mélange d'amour et de désespoir. « Tu ne manges pas, maman ?» demanda Camille en lui offrant un morceau de son biscuit. « Je n'ai pas faim, mon amour », mentit musique Élise. La nuit tomba rapidement et absolument. Il n'y avait pas de lune. L'obscurité était si dense qu'Élise ne pouvait pas voir sa propre main devant son visage. Les enfants, épuisés par les musiques pleurs et la peur, s'endormirent finalement blottis contre elle sur le matelas. Élise resta éveillée, écoutant les bruits nocturnes, le vent entre les ceps morts, le grincement du bois pourri, les cris lointains d'un animal, et par-dessus tout, écoutant les mots d'Antoine qui se répétaient dans son esprit comme un disque rayé. Inutile. Fardeau, tu ne vaux rien. Ces plantes mortes sont tout ce que tu mérites. Musique, les larmes commencèrent à couler, silencieuses au début. Musique, puis en sanglots contenus qui secouaient tout son corps. 11 ans de mariage réduit à cela. 11 ans à cuisiner ses plats préférés, à laver ses vêtements, à l'attendre éveillé quand il rentrait tard, à élever leurs enfants pratiquement seuls parce qu'il était toujours en train de travailler. Ne valait-elle vraiment rien? Était-elle vraiment inutile? Élise regarda par la fenêtre sans vitre vers les silhouettes fantomatiques des ceps morts. Dans l'obscurité, ils ressemblaient à des squelettes tordus, des bras suppliants tendus vers le ciel. Antoine lui avait laissé cela comme une moquerie cruelle, comme une punition, comme une démonstration de son mépris. Un champ de plantes mortes pour une femme qui, selon musique lui, était tout aussi morte à l'intérieur. Mais tandis qu'elle regardait ces formes tordues dans la nuit, quelque chose commença à changer à l'intérieur d'Élise. C'était petit au début, à peine un éclair. Mais c'était là. Ce n'était pas encore de l'espoir. C'était quelque chose de plus primitif, de plus féroce. C'était de la rage. Rage contre Antoine pour les avoir abandonnés ainsi. Rage contre elle-même pour avoir tant dépendu de lui. Rage contre le monde musique qui permettait à un homme de jeter sa famille comme des ordures. Mais surtout, tandis que ses enfants dormaient confiants dans ses bras, musique, Élise sentit quelque chose de plus. Une détermination froide et dure comme de la glace. Elle ne donnerait pas à Antoine la satisfaction de l'avoir échoué.
Elle ne musique permettrait pas à ses enfants de grandir en pensant que leur mère était la femme inutile que leur père avait décrite. Musique, d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit, il survivrait musique, et plus que survivre, il prospérerait. Élise ne savait rien des vignobles, ne savait rien de l'agriculture, mais elle savait travailler dur, savait être créative avec peu, et surtout savait que lorsqu'une mère se bat pour ses enfants, elle est capable de l'impossible. Tandis que l'aube commençait à peindre l'horizon en rose pâle, Élise ferma finalement les yeux. Les ceps morts dehors attendaient, témoins silencieux d'une bataille qui commençait à peine. Ce qu'Antoine ne savait pas, ce que personne dans la vallée n'aurait pu imaginer, c'est que ces racines qui semblaient musique morte avaient encore de la vie au plus profond de la terre, et que la femme qui l'avait abandonnée avait des racines encore plus profondes, des racines d'acier forgées par des années de silence et de sacrifice. L'humiliation avait planté une graine, mais ce n'était que la première nuit. La vraie bataille commençait à peine. Le premier rayon de soleil qui traversa la fenêtre sans vitre réveilla Élise. Elle n'avait dormi qu'à peine 2 heures, mais son corps était tendu, alerte, comme s'il savait qu'il n'y avait pas de temps pour le repos. Camille et Théo dormaient encore blottis l'un contre l'autre sur le matelas taché. Élise se leva avec précaution pour ne pas les réveiller et sortit de la construction en ruine. La lumière de l'aube révélait la magnitude musique complète de sa situation. Les 5 hectares de vignobles morts s'étendaient comme un cimetière végétal. Les ceps, plantés en rangées parfaites qui devaient autrefois être ordonnées, n'étaient plus que des squelettes gris et tordus. Elle marcha entre les rangs, touchant les plantes avec des doigts tremblants. L'écorce se détachait comme une peau morte. Il n'y avait pas une seule feuille verte, pas un bourgeon, aucun signe de vie. « Comment puis-je nourrir mes enfants avec cela ?» murmura-t-elle. Son estomac grogna, lui rappelant qu'elle n'avait pas non plus mangé depuis la veille. Les 50 € qu'Antoine avait jetés dans la poussière musique étaient tout ce qu'elles avaient. Elle avait besoin de nourriture, mais elle avait aussi besoin d'eau. Musique. Elle se souvint du robinet rouillé qu'elle avait vu la nuit précédente. À la lumière du jour, elle le trouva derrière la construction, à côté de ce qui semblait être un ancien réservoir d'eau. Elle tourna la poignée avec effort. Rien. Musique, pas même un filet. La panique commença à monter dans sa gorge. Sans eau, elle ne pourrait pas survivre même 2 jours. Il doit y avoir de l'eau quelque part, se dit-elle. Elle commença à explorer la propriété avec plus d'attention. Musique. Derrière le réservoir rouillé, elle trouva un sentier à peine visible, couvert de mauvaises herbes sèches. Elle le suivit pendant près de 15 minutes, le soleil du matin lui chauffant le dos. Alors, elle l'entendit. Un son doux, presque imperceptible. Musique. De l'eau qui coule. Elle accéléra le pas, écartant les branches sèches. Là, cachée entre les roches et la végétation sauvage, jaillissait une petite source. Ce n'était pas beaucoup, à peine un filet d'eau qui glissait entre les pierres, mais c'était de l'eau propre et fraîche. Élise tomba à genoux et but avec ses mains, sentant la vie revenir dans son corps. Elle pleura de soulagement, remplit la bouteille en plastique qu'elle avait apportée dans son sac et retourna en courant à la maison. Camille et Théo étaient réveillés, effrayés de ne pas trouver leur mère. « Maman, nous pensions que tu étais partie aussi », sanglota Camille. Élise les serra fort dans ses bras. « Je ne vous quitterai jamais. Jamais. J'ai trouvé de l'eau. Regardez. » Elle leur donna à musique, boire à tour de rôle. L'eau fraîche sembla rendre un peu de couleur à leur petit visage pâle. « J'ai faim, maman, » dit Théo. Élise regarda les 50 € sur le matelas. Elle devait faire en sorte que cet argent rende au maximum. « Habillez-vous. Nous allons marcher jusqu'au village. » Elle n'avait aucune idée de la distance qui les séparait du village le plus proche, mais elle avait vu un chemin de terre quand Antoine les avait laissés. Elles marchèrent pendant 1 heure sous le soleil montant. Théo commença à se plaindre de fatigue et Élise dut le porter. Camille, toujours plus forte, marchait à ses côtés en silence. Finalement, elles aperçurent les premières maisons. C'était un petit village poussiéreux, avec des rues en terre et des constructions basses. Un panneau à moitié effacé disait « Saint-Christophe-des-Bardes, population 2500 ». Le premier magasin qu'elles trouvèrent était une petite épicerie. Élise entra avec les enfants, sentant les regards curieux de la propriétaire. Musique, une femme robuste d'une 50aine d'années. « Bonjour », salua Élise, d'une voix hésitante. La femme hocha la tête, l'étudiant avec des yeux perçants. Avec les 50 €, Élise acheta le strict nécessaire. 1 kilogramme de riz, 1/2 kilo de haricots secs, un peu d'huile, du sel, 6 œufs et 2 pains. C'était de la nourriture pour 3 ou 4 jours si elle la rationnait bien. « Vous êtes nouvelle au village ?»
demanda la propriétaire en emballant les achats. Oui, madame. J'habite le vieux domaine du bois, celui du vignoble abandonné. Musique. La femme haussa les sourcils de surprise. Le domaine de monsieur Hector. Cet endroit est inhabité depuis des années. Le vieux est mort il y a 8 ans et ses neveux n'ont jamais voulu s'en occuper. Mon mari était le neveu de monsieur Hector. Musique, expliqua Élise, se sentant honteuse de prononcer le mot mari. Il m'a laissé la propriété. Musique. La femme remarqua quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle évitait son regard. Il vous a laissé la propriété ou il vous a laissé dans la propriété? Demanda-t-elle Musique doucement. Élise sentit que les larmes menaçaient de couler. Elle hocha la tête sans pouvoir parler. La femme soupira. Les hommes, dit-elle simplement. Musique. Je suis Martine, pour ce dont vous avez besoin, et prenez ceci. Elle ajouta un sachet de biscuits et 2 pommes à l'achat sans les facturer. Je ne peux pas accepter la charité, protesta Élise. Ce n'est pas de la charité, c'est un souhait de bienvenue, répondit Martine. De plus, si vous allez vivre dans ce domaine, vous aurez besoin d'amis. Le chemin est difficile. Au retour, portant les sacs et Théo, Élise se sentait légèrement moins désespérée. Elles avaient de la nourriture pour quelques jours et de l'eau de la source. C'était un début, cet après-midi-là, tout en cuisinant du riz aux œufs dans le vieux foyer à bois qu'elle réussit à allumer avec des brindilles sèches, Élise commença à réfléchir. Elle ne pouvait pas continuer à vivre au jour le jour. Elle avait besoin d'un plan. Après avoir mangé, elle laissa les enfants se reposer musique et sortit à nouveau explorer la propriété. Cette fois avec des yeux différents, cherchant non pas ce qui était mort, mais ce qui pourrait avoir de la valeur. Elle trouva une autre construction, à moitié cachée par les mauvaises herbes. C'était un hangar, en tôle musique, avec un toit à 2 pentes. À l'intérieur, couvert de poussière et de toiles d'araignée, il y avait des outils, des pelles rouillées, un râteau, des sécateurs, des seaux troués, musique du fil de fer enroulé. Dans un coin, protégé par un vieux plastique, il y avait des bouteilles en verre, des centaines musiques d'ailes, des bouteilles de vin vides, toutes de la même taille et forme. Élise en prit une musique et l'examina à la lumière. Elle était poussiéreuse, mais intacte. Gravée sur le verre, on pouvait lire « Domaine du bois Saint-Christophe ». Un vague souvenir lui revint. Antoine avait mentionné une fois que son oncle Hector avait eu une petite cave qui produisait du vin artisanal qu'il vendait localement. Mais la sécheresse, puis sa maladie, avaient tout arrêté. « Musique, des bouteilles de vin », murmura-t-elle. « Mais je n'ai pas de vin. » Le lendemain, musique, Élise retourna au village, cette fois avec un objectif précis. Elle avait besoin de travail, n'importe quoi, qui lui permettrait de gagner de l'argent en attendant de penser à une solution à long terme. Elle frappa aux portes, offrit ses services pour nettoyer, cuisiner, laver le linge. La plupart la rejetèrent ou lui offrirent des salaires si bas qu'ils ne valaient pas l'effort. C'est sur la place du village qu'elle rencontra M. André. Le vieil homme était assis sur un banc, nourrissant les pigeons avec des miettes de pain. Élise s'assit à l'autre extrémité du banc, épuisée après des heures de rejet. « Tu es la nouvelle du domaine du bois », dit le vieil homme sans la regarder. « Comment le savez-vous ?»« Musique », demanda Élise, surprise. Dans un village de 2500 habitants, les nouvelles vont vite. De plus, Martine est ma nièce. Elle m'a parlé de toi. Musique, Élise hocha la tête sans savoir quoi dire. Hector Dubois était mon meilleur ami, continua M. André. Nous avons travaillé ensemble dans les vignobles pendant 30 ans. C'était un maître. Musique, ce vieux. Il savait des choses sur les vignes que plus personne ne se souvient. Musique, les plantes sont-elles vraiment mortes? Demanda Élise. M. André la regarda pour la première fois, étudiant son visage avec des yeux vifs malgré son âge. Musique. Ça dépend de ce que tu entends par morte. La partie que tu vois est sèche, oui. Mais les racines, ma fille, les racines d'une vigne attendent. Attendre quoi? De l'eau, des soins, quelqu'un qui croit en elle. Le cœur d'Élise s'accéléra. Pourrait-elle produire à nouveau? M. André haussa les épaules. Elle pourrait. Cela prend des années, beaucoup de travail, et des connaissances que tu n'as pas. Vous m'enseigneriez? Le vieil homme la regarda longuement. Musique. Pourquoi voudrais-je le faire? C'est un travail brutal, ingrat. Tu pourrais échouer et perdre des années de ta vie. Parce que je n'ai rien d'autre à perdre, répondit Élise avec une honnêteté qui la surprit elle-même. Mon mari m'a quitté pour une autre femme. Il m'a abandonné dans ce domaine en pensant que j'y mourrais. Musique, mais j'ai 2 enfants qui dépendent de moi, et ces plantes mortes sont la seule chose que j'ai. Monsieur André hocha la tête lentement, comme si elle avait réussi une sorte de test. Très bien, j'irai demain matin.
Nous verrons ce qui peut être fait. Cette nuit-là, Élise cuisina des haricots secs pour elle et les enfants. Pendant qu'ils mangeaient à la lumière d'une bougie que Martine lui avait donnée, elle leur parla de Monsieur André. « Les plantes vont-elles revivre, maman ?» demanda Camille avec espoir dans les yeux. « Je ne sais pas, mon amour, mais nous allons essayer. » Monsieur André arriva à l'aube le lendemain monté sur un vieux vélo. Il apportait avec lui un sac à dos et une canne. Pendant toute la matinée, ils marchèrent entre les rangées de ceps morts. Le vieil homme s'arrêtait à chaque plante, grattait l'écorce avec son couteau, examinait les racines exposées. Musique murmurait pour lui-même. 30% sont complètement morts. Annonça-t-il finalement. Il faut les arracher. Musique, mais les 70% restants ont une chance. De quoi ont-elles besoin? D'eau constante, d'une taille sévère, d'engrais, de patience. Des années de patience. Élise sentit son espoir s'évanouir. Je n'ai pas des années. J'ai besoin de nourrir mes enfants maintenant. Monsieur André hocha la tête. Je sais. C'est pourquoi je vais t'enseigner autre chose d'abord. Quelque chose qui peut te donner de l'argent plus rapidement, pendant que les vignes se rétablissent. Il l'emmena au hangar à outils et désigna les bouteilles de vin. Musique, tu sais faire des confitures? Oui, répondit Élise. Ma grand-mère m'a appris à faire des confitures, des sucreries, des conserves de toutes sortes. Bien. Dans ces montagnes poussent des mûres sauvages, des framboises, des figues. Dans 2 mois, ce sera la saison. Tu peux les cueillir. Musique, faire des confitures et les vendre dans les bouteilles de vin avec de belles étiquettes. Les touristes qui viennent dans la vallée les achètent à un bon prix. L'idée s'alluma dans l'esprit d'Élise comme une étincelle. Mais c'est dans 2 mois. Que fais-je en attendant? En attendant, dit Monsieur André avec un sourire, tu apprends à ressusciter des vignes mortes et je te donne du travail. Il s'avéra que Monsieur André avait un petit vignoble de 3 hectares qui produisait encore. Il avait besoin d'aide pour la taille, l'irrigation, l'entretien. Je te paierai 150 € par semaine, proposa-t-il. 3 jours de travail. Les autres jours, tu pourras travailler sur ton propre domaine. 150 € par semaine. C'était peu, mais c'était constant. Avec cela, elle pouvait manger. J'accepte, dit Élise, en lui tendant la main. Au cours des semaines suivantes, Élise divisa son temps. 3 jours, elle travaillait avec Monsieur André, apprenant tout ce que le vieil homme savait sur les vignes. Les autres jours, elle travaillait sur son propre domaine, suivant ses instructions. La première chose fut l'eau. Avec l'aide de Monsieur André, elles construisirent un système d'irrigation rudimentaire. Elles utilisèrent de vieux tuyaux connectés à la source. Musique. Elles creusèrent de petits canaux. Elles installèrent des goutteurs improvisés avec des bouteilles en plastique percées. L'eau commença à couler vers les racines assoiffées. Ensuite vint la taille. Élise apprit à couper sans pitié toutes les parties mortes, ne laissant que les troncs principaux. Musique. C'était un travail brutal. Ses mains, peu habituées, se remplirent d'ampoules qui éclatèrent et saignèrent. Camille lui apportait de l'eau de la source. Théo ramassait les branches coupées en tas. Elles travaillaient ensemble comme une petite équipe, mais ferme. 1 mois après l'abandon, les premiers signes apparurent. De petits bourgeons verts émergeant du tronc d'un cep qu'Élise avait arrosé religieusement chaque jour. « Regarde, maman !» cria Camille. « Il est vivant. » Élise s'agenouilla devant le bourgeon, le touchant avec révérence. Il était minuscule, fragile, mais c'était musique, la vie. Après tant d'années mortes, la plante s'éveillait. Elle pleura non de tristesse, mais de soulagement musique et d'espoir. Au cours des mois suivants, d'autres bourgeons apparurent, pas sur toutes les plantes, mais suffisamment pour alimenter sa détermination. Monsieur André venait chaque semaine superviser les progrès, hochant la tête avec approbation. « Tu te débrouilles bien, ma fille. Tu as des mains de vigneronne. » Avec son salaire hebdomadaire et quelques travaux supplémentaires qu'elle obtenait au village, nettoyant des maisons ou cuisinant pour des événements, Élise réussit à établir une routine de survie. Elle achetait le strict nécessaire, économisait chaque euro qu'elle pouvait. 2 mois après son arrivée, lorsque les mûres sauvages commencèrent à mûrir dans les montagnes environnantes, Élise Musique et ses enfants passaient les après-midi à les cueillir. Elle remplissait des seaux et des seaux de fruits noirs et juteux. Dans la cuisine de sa petite maison qu'elle avait déjà réparée et Musique nettoyait considérablement, Élise faisait bouillir les mûres avec du sucre qu'elle achetait en gros, préparant de la confiture comme sa grand-mère le lui avait appris. Les bouteilles de vin du domaine du bois se transformèrent en pots de confiture. Élise les lavait méticuleusement, les stérilisait, les remplissait de la conserve chaude. Ensuite, utilisant du papier et des marqueurs que Camille rapportait de l'école, elle créait des étiquettes à la main. Confitures artisanales, vignoble Renaissance,
écrivait-elle de sa meilleure écriture, produit de Saint-Christophe-des-Bardes. Martine accepta de vendre les confitures dans son magasin en échange d'une petite commission. La première semaine, elle vendit 5 pots. La deuxième, musique 15. À la fin du mois, Élise produisait 50 pots par semaine et les vendait tous. Elle gagnait 300 € par semaine juste avec les confitures, en plus des 150 de Monsieur André, 450 € par semaine. C'était plus d'argent qu'Antoine ne lui donnait pour la maison lorsqu'elles vivaient ensemble. Avec cet argent, elle acheta plus d'outils, musique, des matériaux pour mieux réparer la maison, de nouveaux vêtements pour les enfants, mais surtout, musique, elle investit dans la vigne, de l'engrais organique, plus de tuyaux pour l'irrigation, des sécateurs professionnels. Les ceps répondaient. Chaque semaine, il y avait plus de bourgeons, plus de feuilles. Le vert commençait à se répandre sur les rangées qui étaient auparavant grises. Un après-midi, 3 mois après l'abandon, Élise travaillait dans le vignoble lorsqu'elle entendit un véhicule approcher. Son cœur s'accéléra. Serait-ce Antoine? Mais ce n'était pas la camionnette de son ex-mari. C'était une automobile inconnue. Un homme d'environ 45 ans, bien habillé, musique, avec un air de citadin, descendit. « Bon après-midi », salua-t-il. « Êtes-vous Élise Lefebvre? »« Oui, monsieur. En quoi puis-je vous aider? »« Mon nom est Guillaume Mercier. Je suis œnologue et propriétaire d'une boutique de vin dans la capitale. J'ai goûté votre confiture de mûre au magasin de Madame Martine. Elle est exceptionnelle. » Élise sentit qu'elle rougissait de fierté. « Merci, monsieur. Je veux vous faire une proposition. Pourriez-vous produire 200 pots par mois, si je vous garantis l'achat de tous? 200 pots. Cela signifierait multiplier sa production par 4. Plus d'argent, mais aussi plus de travail. Combien paieriez-vous par pot? Musique, demanda Élise, se souvenant des conseils de Monsieur André sur la négociation. 12 € par pot, et je paierai la moitié d'avance. Élise fit des calculs mentaux rapides. 200 pots à 12 € chacun. Cela faisait 2400 € par mois. Une fortune. J'accepte, dit-elle en lui tendant la main. Cette nuit-là, tandis qu'elle dînait des lentilles aux saucisses, un luxe qu'elle pouvait maintenant se permettre, Élise parla à ses enfants du contrat. « Allons-nous devenir riches, maman ?» demanda Théo avec les yeux brillants. « Non, mon amour, mais nous allons être bien. Et ces plantes qui étaient mortes revivent, comme nous. » Monsieur André, lorsqu'il l'apprit, sourit de fierté. « Je savais que tu avais l'étoffe d'une battante, mais maintenant vient le plus intéressant. Dans 2 ans, si tu continues à t'en occuper ainsi, ces vignes vont produire à nouveau des raisins. Et quand cela arrivera, tu devras décider quoi en faire. »« Que fait-on avec des raisins ?» demanda Élise. Le vieil homme rit. « On fait du vin, ma fille. Et si tu le fais bien, on construit un avenir. » Cette nuit-là, Élise ne put pas dormir. Son esprit travaillait frénétiquement. Les confitures étaient une bonne affaire, mais temporaire. Les vignes promettaient quelque chose de plus grand, de plus permanent. Elle pensa à Antoine, à la façon dont il l'avait abandonné avec mépris. « Ces plantes mortes sont tout ce que tu mérites », Musique avait-il dit. Mais ces plantes n'étaient plus mortes, et elle non plus. 4 mois après être arrivée au domaine désespéré et sans un sou, Élise avait un revenu stable, une maison habitable. Musique des enfants qui allaient à l'école avec des fournitures neuves et des vêtements propres. Elle avait quelque chose de plus important. Elle avait un objectif. Avec les premiers 2400 € de Monsieur Mercier, Élise prit une décision. Elle acheta des bouteilles dans une verrerie de la ville. Elle agrandit sa cuisine en improvisant un 2e foyer. Elle engagea Marie, Musique, une jeune femme du village qui avait besoin de travail, pour l'aider 3 jours par semaine. La production de confitures se stabilisa. Élise honorait religieusement la commande mensuelle de Monsieur Mercier Musique et continuait à vendre localement par l'intermédiaire de Martine. Mais chaque après-midi libre, chaque dimanche, chaque moment qu'elle pouvait, elle le dédiait aux vignes. Elle arrosait, taillait, fertilisait, parlait avec elles comme Monsieur André le lui avait appris. « Les plantes ressentent », lui avait dit le vieil homme. « Musique, elles ressentent ton affection, ton dévouement, elles y répondent. » Et elle répondait. Les rangées, qui ressemblaient autrefois à un cimetière, montraient maintenant des lignes vertes de vie nouvelle. Toutes les plantes n'avaient pas survécu, Musique, mais celles qui l'avaient fait grandissaient fortes et vigoureuses. Un après-midi, 6 mois après son arrivée, Monsieur André arriva avec une surprise. Il apportait des greffons de 3 cépages différents. « Ce sont des ceps mères de mon vignoble », expliqua-t-il. « Musique Merlot, Cabernet Franc et Sémillon. Les meilleures variétés pour cette vallée. Nous allons les greffer sur tes vignes récupérées. Dans 18 mois, elles produiront leurs premiers raisins de qualité. » Le processus du greffage était délicat.
musique presque chirurgicale. Monsieur André lui apprit à faire des coupes précises dans les plantes récupérées, à insérer les greffons, à les sceller avec de la cire spéciale. Elles travaillèrent pendant des semaines, jusqu'à ce qu'elles complètent 200 plantes greffées. C'était un investissement de temps et d'efforts énorme, mais Monsieur André insistait sur le fait que cela en valait la peine. Ces variétés produisent des raisins premium. Lorsque tu les vendras, tu multiplieras par 10 ce que tu gagnerais avec des raisins communs. Cette nuit-là, Élise calcula. Si 200 plantes produisaient musique et qu'elle vendait les raisins à un bon prix, elle pourrait gagner suffisamment pour vivre toute l'année avec une seule récolte. Mais Monsieur André lui avait planté une autre graine dans l'esprit. Pourquoi vendre les raisins quand tu peux faire du vin? L'idée était à la fois terrifiante et excitante. Elle ne savait rien faire du vin, mais elle n'avait rien su non plus ressusciter des vignes mortes musique ou faire des affaires avec des confitures. 6 mois dans le domaine qu'Antoine lui avait laissé, comme une moquerie cruelle, lui avait appris quelque chose de fondamental. Elle était capable d'apprendre n'importe quoi si elle avait suffisamment de raisons de musique le faire. Et elle avait les meilleures raisons du monde endormies dans la pièce d'à côté. Avec 500 € de ses économies, elle acheta des livres sur la vinification dans une librairie d'occasion en ville. Musique la nuit, à la lumière de la lampe à pétrole, elle étudiait pendant que ses enfants dormaient. Elle apprenait la fermentation, la clarification, l'élevage, musique, les tanins et l'acidité, le corps et le bouquet. Des mots qu'elle n'avait jamais entendus lui devenaient familiers. Musique, Monsieur André, voyant sa détermination, lui prêtait des livres de sa propre collection, lui enseignait des secrets que seules des décennies d'expérience peuvent donner. Le vin ne se fait pas seulement avec des raisins, lui disait-il, il se fait avec de l'amour, avec de la patience, avec du respect pour la terre et pour le temps. Élise absorbait chaque mot, comme les racines de ses vignes absorbaient l'eau de la source. Au bout de 8 mois au domaine, Élise réalisa quelque chose. Musique. Elle ne pensait plus à Antoine avec douleur, mais avec une étrange gratitude. S'il ne l'avait pas abandonnée là, elle n'aurait jamais découvert cette force en elle-même. Les plantes qui étaient mortes fleurissaient, et elle, qui avait aussi été morte à l'intérieur pendant des années de mariage insatisfaisant, fleurissait avec elle. Un après-midi, tandis qu'Élise ajustait le système d'irrigation, Camille courut vers elle avec une lettre à la main. « Maman, ceci est arrivé par la poste. » Élise reconnut immédiatement l'expéditeur. C'était l'avocat d'Antoine, les papiers du divorce. Avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, elle ouvrit l'enveloppe. C'étaient effectivement les documents de divorce. Antoine demandait la dissolution du mariage. Il ne demandait rien du domaine parce que, pensa Élise avec ironie, il croyait qu'il ne valait rien. Il y avait une note écrite à la main. « Signe vite. Sophie et moi nous marions dans 2 mois. » Élise sentit une petite piqûre, mais pas de douleur. C'était plutôt musique de la pitié. Pitié pour l'homme qui avait été si aveugle qu'il avait jeté quelque chose de réel pour quelque chose de brillant, mais musique creux. Elle signa les papiers ce même après-midi et les renvoya. « Tu n'es plus marié avec papa ?» demanda Camille qui avait tout vu. « Non, mon amour. »« Musique, tu n'es pas triste ?» Élise regarda les rangées de vignes vertes qui s'étendaient devant elle, musique, les bouteilles de confiture attendant dans le hangar, la maison qu'elle avait transformée en foyer de ses propres mains. « Non, » répondit-elle avec honnêteté. « Musique, je suis libre. » Et avec cette liberté vint une détermination encore plus grande. Elle ne travaillait plus pour survivre à l'abandon d'Antoine. Elle travaillait pour construire quelque chose de propre, quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Avec 200 € qu'elle avait économisés, elle acheta de la peinture et rénova la façade de sa petite maison. Avec ses propres mains, elle peignit une pancarte qu'elle accrocha à l'entrée du chemin. Vignoble Renaissance, musique, confitures artisanales et Future Cave. Monsieur André, en la voyant, sourit avec des larmes dans les yeux. « Hector serait fier de toi, ma fille, plus fier qu'il ne l'a jamais été de son neveu inutile. » Musique cette nuit-là, Élise s'assit sur le porche de sa maison avec une tasse de thé aux herbes qu'elle avait cultivées elle-même. Les étoiles brillaient au-dessus des vignes qui n'étaient plus mortes. Le bruit de l'eau du système d'irrigation était comme un chant de vie. Elle avait commencé sans rien. Maintenant, elle avait peu en termes matériels, mais elle avait beaucoup en termes de ce qui importait vraiment. Un but, l'indépendance, la satisfaction du travail honnête et, le meilleur de tout, elle avait un avenir qu'elle construisait elle-même. Grappe par grappe, peau par peau, jour après jour. 18 mois après qu'Antoine l'ait abandonnée, Élise Lefebvre se réveilla avant l'aube comme tous les jours. Mais ce matin était différent. C'était le jour de la première récolte.
Les vignes greffées que M. André avait apportées avaient finalement produit. Ce n'était pas une récolte abondante, musique, à peine 300 kg de raisins parmi les 200 plantes qui avaient survécu, mais c'était le début de quelque chose de grand. Élise sortit dans le vignoble avec Camille et Théo, maintenant âgés de 8 et 5 ans respectivement. M. André était déjà là, ainsi que Marie, la jeune femme qui aidait avec les confitures, et 3 voisins du village qui s'étaient offerts pour aider à la récolte en échange d'un salaire juste. Aujourd'hui commence la véritable histoire du vignoble Renaissance, annonça M. André avec solennité, musique. Pendant toute la journée, ils travaillèrent à couper les grappes avec soin. Les raisins étaient parfaits. Le merlot avec sa couleur pourpre intense, le cabernet franc avec ses petits grains concentrés, le sémillon musique avec son arôme floral incomparable. Élise touchait chaque grappe avec révérence avant de la placer dans les caisses. Ces plantes musique, qui 18 mois auparavant, semblaient mortes à jamais, lui livraient maintenant leurs fruits. « Vas-tu vendre les raisins ou vas-tu essayer de faire du vin ?»« Musique ?» demanda M. André quand la récolte fut terminée. Élise avait réfléchi à cette question pendant des mois. Vendre les raisins lui donnerait de l'argent immédiat, environ 3 000 €. Faire du vin était un risque énorme. Si elle échouait, elle perdrait toute la récolte. « Je vais faire du vin », répondit-elle finalement. « Vous m'enseignerez comment ?» Au cours des semaines musique suivantes, le petit hangar qu'Élise avait nettoyé et aménagé se transforma en une cave improvisée. M. André lui enseigna le processus étape par étape. D'abord, les grappages et le foulage. Elle séparait les raisins des rafles et les pressait doucement pour libérer le jus. Élise avait acheté un pressoir manuel d'occasion avec ses économies des confitures. « Le secret est de ne pas briser les pépins », expliquait M. André. « Si tu les brises, le vin sera amer. » Musique, Camille et Théo aidaient en piétinant les raisins dans de grandes cuves, riant tandis que le jus pourpre leur tachait les pieds. C'était un travail difficile, mais il y avait aussi de la joie. Ensuite vint la fermentation. Le mou, le jus de raisin avec ses peaux, fut déposé dans des barriques de chêne que M. André avait obtenues d'une cave amie qui les vendait bon marché parce qu'elles étaient vieilles. Les vieilles barriques donnent du caractère, expliquait le vieil homme. Elles n'écrasent pas le vin avec trop de saveur de bois. Pendant 3 semaines, le mou fermenta. Élise le vérifiait 2 fois par jour, mesurant la température, goûtant le niveau de sucre, s'assurant que tout était parfait. Musique. L'odeur de la fermentation remplissait le hangar, douce et complexe. C'était l'odeur de la transformation, du simple, se convertissant en quelque chose d'extraordinaire. Pendant que le vin fermentait, Musique Élise continuait son affaire de confiture, qui était maintenant prospère. Elle avait élargi sa ligne de produits. En plus des mûres, elle faisait des confitures de figues, de coings, de pêche. Elle vendait à 4 magasins dans différents villages de la Musique-Vallée et à M. Mercier dans la capitale. Ses revenus mensuels grâce aux confitures avaient atteint 5 000 €. C'était de l'argent suffisant pour vivre confortablement et continuer à investir dans la vigne. Avec une partie de ses bénéfices, Élise avait engagé 2 travailleurs permanents. Pierre, un homme de 50 ans qui avait travaillé toute sa vie dans les vignobles, et son fils Julien, musique 23 ans, qui venait de rentrer de la ville sans trouver de travail. « J'ai besoin d'aide pour étendre le vignoble », leur avait-elle expliqué. Musique. Je veux planter 3 autres hectares avec les variétés qui ont le mieux fonctionné. Pierre, avec son expérience, Musique devint un maître inestimable. Il enseigna à Élise des techniques de taille que M. André ne connaissait pas. Des méthodes modernes de lutte antiparasitaire sans musique, produits chimiques, des façons de maximiser la production sans sacrifier la qualité. « Vous avez l'œil pour cela, Madame Élise », lui disait Pierre. « Peu de gens réalisent ce que vous avez réalisé en si peu de temps. » Musique Julien, plus jeune et plus fort, se chargeait du travail physique lourd. Creuser, installer de nouveaux systèmes d'irrigation, Musique construire des structures de soutien pour les nouvelles plantes. Entre les 4, Élise, Pierre, Julien et Marie, plus l'aide occasionnelle de M. André, le vignoble Renaissance commença à se transformer d'une opération de survie en une véritable entreprise. Lorsque le vin acheva sa fermentation primaire, arriva le moment du décuvage, Musique, le vin des pots, et de le passer dans d'autres barriques pour la fermentation secondaire. Élise goûta le vin jeune. Il était âpre, immature, mais il avait du potentiel. Elle pouvait sentir la promesse de ce qu'il pourrait devenir Musique avec du temps et des soins. « Ce n'est pas mal pour ta première fois, » dit M. André, après l'avoir goûté. Avec 6 mois d'élevage en barrique, il pourrait être vendable. Mais Élise avait appris quelque chose pendant ces mois de travail incessant.
Les bonnes choses exigent de la patience. Je lui donnerai une année complète d'élevage, décida-t-elle. Je veux qu'il soit exceptionnel, pas seulement vendable. Au cours des mois suivants, tandis que le vin se reposait dans les barriques, Musique Élise se concentra sur l'expansion du vignoble. Avec l'aide de Pierre et Julien, elles plantèrent 300 autres ceps dans les hectares qui avaient été vides. Cette fois, elle n'eut pas à attendre des années pour voir les résultats. Les nouvelles plantes, bien soignées dès le début avec une irrigation constante et une fertilisation adéquate, grandirent rapidement. L'affaire de confiture continuait également à croître. Élise avait innové créant des combinaisons uniques. Mûres avec vin rouge, figues avec amandes, pêche avec lavande. Les pots se vendaient si vite qu'elle pouvait à peine suivre le rythme de production. « J'ai besoin d'agrandir la cuisine », dit-elle un jour à M. André, et d'embaucher plus d'aide. Avec un petit prêt que la Caisse de crédit agricole lui accorda, basé sur ses revenus démontrables des 18 derniers mois, Musique Élise construisit une petite cuisine industrielle, mais fonctionnelle. Elle acheta des cuisinières à gaz, de grandes casseroles en acier inoxydable, un système de stérilisation professionnelle pour les bouteilles. Elle engagea 2 autres femmes du village, Musique Rose, 40 ans, excellente cuisinière, et sa sœur Anne, 35 ans, méticuleuse avec la mise en bouteille et l'étiquetage. Soudain, le vignoble Renaissance employait 6 personnes de manière permanente. Marie, Rose, Anne, Pierre, Julien et Élise elle-même. Dans un petit village comme Saint-Christophe, 6 emplois étaient significatifs. « Tu es en train de changer le village », lui dit Martine un jour dans son magasin. « Ces femmes ont de la dignité maintenant, leur propre argent, leurs familles vont mieux. » Élise n'y avait pas pensé en ces termes, mais c'était vrai. Rose utilisait son salaire pour envoyer sa fille au lycée en ville. Anne économisait pour réparer la maison de sa mère malade. Marie, la première qu'elle avait embauchée, était maintenant son bras droit et gagnait le double de ce qu'elle gagnait dans son emploi précédent de nettoyage de maison. Musique. Le succès apportait de nouveaux défis. Les expéditions de confiture devenaient plus complexes. Élise avait besoin d'un véhicule propre au lieu de dépendre du camion de Pierre qu'il prêtait occasionnellement. Avec une partie de ses économies, plus un autre prêt de la banque, elle acheta une camionnette d'occasion, mais fonctionnelle. Elle n'était pas jolie. Musique. Elle avait 12 ans et plus de 200 000 kilomètres. Mais le moteur fonctionnait bien. Mon premier véhicule propre, pensa Élise en signant les papiers. Musique. À 36 ans, elle n'avait jamais rien eu à son nom, quelque chose qui soit seulement à elle. Quand Antoine l'avait abandonnée, elle n'avait rien, ni argent, ni propriété, pas même un compte bancaire propre. Tout était à son nom. Maintenant, elle avait un domaine en croissance, une entreprise établie, Musique des employés, une camionnette, et, le plus important, elle avait confiance en elle-même. À 2 ans de son arrivée au domaine, Élise organisa une petite fête. Elle invita tous ses employés, Monsieur André, Martine, et quelques personnes du village qui l'avaient aidée. « Il y a 2 ans, je suis arrivée ici avec mes enfants et 50 €, dit-elle devant le petit groupe réuni dans son vignoble. On m'a laissé mourir dans un endroit mort, mais ces plantes m'ont appris quelque chose. Ce qui semble mort n'attend parfois qu'une opportunité pour renaître. » Elle fit une pause émue. « Merci à tous ceux qui ont cru en moi quand moi-même je doutais. Ce succès est le nôtre à tous. » Monsieur André, Musique les larmes aux yeux, leva son verre de jus de raisin à Élise, qui a converti les pierres en pain et la mort en vie. Mais le vrai moment de triomphe arriva 3 mois plus tard, lorsque le vin acheva 1 an d'élevage. Monsieur André et un œnologue ami à lui arrivèrent pour la dégustation officielle. Le moment de vérité. Après tant de mois de travail, elle saurait si son premier vin était bon ou simplement une expérience ratée coûteuse. Musique, ils ouvrirent la première barrique et remplirent 3 verres. Élise observa la couleur du vin, rouge rubis profond avec des reflets violacés. Joli, mais la couleur n'était pas suffisante. Monsieur André sentit d'abord « Musique » faisant tourner le verre en cercle. Son expression était impénétrable. Ensuite, Musique il goûta, laissant le vin se répandre dans sa bouche. Il mâcha, considéra, avala. Le silence semblait éternel. « Élise, dit-il finalement, ceci est très bon, très Musique, bon. » L'œnologue hocha la tête avec enthousiasme. Il a de la complexité, de la structure, de bons tanins. Avec une autre année en bouteille, il pourrait être exceptionnel. Combien comptez-vous produire? Élise fit des calculs mentaux. De cette première récolte, j'ai tiré 300 bouteilles. Musique, mais l'année prochaine, avec les plantes déjà établies, j'estime que je peux en produire 2000. Je vous les achète toutes, dit l'œnologue sans hésiter. À 150 € la bouteille pour celle de cette année,
étant donné leur volume limité. À 80 € pour la production de l'année prochaine. Élise sentit ses jambes trembler. 300 bouteilles à 150 € faisait 45 000 €. 2000 bouteilles à 80 € serait 160 000 €. Musique, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. J'ai besoin d'y réfléchir, répondit-elle. Musique se souvenant des leçons de M. André sur la nécessité de ne pas paraître désespéré dans les négociations. L'œnologue sourit, respectant Musique sa position. Bien sûr, mais mon offre est sérieuse. Un vin comme celui-ci, d'une petite cave artisanale avec une bonne histoire derrière, se vendra très bien dans la capitale. Cette nuit-là, Élise discuta de l'offre avec M. André. C'est un bon prix, admit le vieil homme. Musique. Mais tu pourrais obtenir plus si tu vends directement aux restaurants et aux boutiques spécialisées. Bien sûr, cela demande plus de travail, plus de voyages, plus de risques. Combien de plus pourrais-je obtenir? Peu, être 200 € par bouteille pour les 300 premières, elles sont limitées, exclusives. Pour les récoltes suivantes, cela dépend de la façon dont tu construiras ta marque. Élise décida de diviser sa stratégie. Elle vendrait 200 bouteilles de la première récolte à l'œnologue à 150 € chacune. Musique, cela lui donnerait 30 000 € immédiatement. Les 100 autres, elle les réserverait pour la vente directe via des contacts qu'elle développait. Avec l'argent de la vente, Élise prit des décisions importantes. Premièrement, Musique, elle remboursa complètement ses prêts bancaires. Deuxièmement, elle augmenta les salaires de tous ses employés de 20%. Troisièmement, elle investit 15 000 € dans un meilleur équipement pour la cave. Plus de barriques, un pressoir électrique, Musique, un système de température contrôlé pour la fermentation. Le reste, elle l'économisa pour le fonds de roulement. Mais son plus grand investissement ne fut pas monétaire. Élise décida qu'elle avait besoin d'une éducation formelle. Par l'intermédiaire de M. André, elle s'inscrivit à un cours d'œnologie et de viticulture par correspondance offert par une université de la capitale. Chaque nuit, après que les enfants se fussent endormis, elle étudiait Musique, la chimie du vin, la biologie de la vigne, les techniques de vinification, le marketing des produits premium. Elle absorbait les connaissances comme ces vignes absorbaient l'eau. Pendant la journée, elle appliquait ce qu'elle avait appris, expérimentait différents temps de fermentation, testait des techniques de taille qu'elle avait lues dans les manuels. Musique prenait des notes méticuleuses sur chaque décision et son résultat. L'affaire de confiture continuait d'être solide, générant entre 6 000 et 8 000 € par mois, selon la saison. Mais Élise savait que le véritable avenir était dans le vin. Avec les nouvelles plantes mûrissant, elle calculait que dans 2 ans de plus, elle aurait 5 hectares en pleine production. Cela signifierait environ 10 000 bouteilles par an, si tout allait bien. « J'ai besoin de voir plus grand », dit-elle à M. André un dimanche alors qu'il se promenait dans le vignoble. « Qu'as-tu en tête ? Une vraie cave. Pas seulement un hangar adapté, un espace où je peux recevoir des visiteurs, faire des dégustations, vendre directement, l'œnotourisme. » M. André hocha la tête, pensif. « C'est une bonne idée. La vallée attire de plus en plus de touristes, mais tu auras besoin d'un investissement sérieux pour cela. » Élise avait précisément réfléchi à cela. Avec ses revenus actuels et un bon plan d'affaires, elle pourrait se qualifier pour un prêt plus important. Elle passa 3 mois à préparer un plan d'affaires détaillé. Projection de production, analyse musique de marché, budget de construction, stratégie de marketing. Elle écrivit tout à la main d'abord, musique, puis le fit taper à l'ordinateur en ville. Lorsqu'elle se présenta à la banque avec son plan, le directeur la regarda avec scepticisme. « Madame Lefebvre, vous demandez 100 000 €. C'est beaucoup d'argent. C'est un investissement, pas une dépense. Musique, répondit Élise avec la confiance qu'elle avait développée. Comme vous le verrez dans mon historique, j'ai toujours payé mes prêts précédents à temps. Mon entreprise génère des revenus démontrables et le potentiel de croissance est énorme. Elle montra des contrats signés avec des magasins pour les confitures, l'accord avec l'œnologue pour acheter sa prochaine récolte, des lettres de recommandation de M. André et d'autres vignerons de la région qui la respectaient maintenant. Le directeur examina les documents pendant une demi-heure. C'est un plan solide, admit-il finalement. Mais 100 000 €, c'est beaucoup. Je peux approuver 60 000. Élise s'attendait à cette réponse. En fait, elle avait un peu gonflé sa demande musique, sachant qu'il la réduirait. 60 000, ça marche, dit-elle. Avec mes économies actuelles de 20 000, j'aurai les 80 000 dont j'ai vraiment besoin. Elle sortit de la banque avec l'approbation du prêt, se sentant invincible. 2 ans et demi auparavant, elle était entrée dans une banque similaire avec 50 € en poche. Maintenant, elle en sortait avec la promesse de 60 000 € pour développer son entreprise.
La construction de la nouvelle cave commença 1 mois après. Ce ne serait rien de luxueux, mais ce serait fonctionnel et présentable. Un bâtiment en adobe et en bois, avec de l'espace pour 20 barriques, une salle de dégustation, une petite boutique et une zone de production séparée pour les confitures. Pierre, Julien et 2 maçons du village travaillèrent pendant 4 mois. Élise supervisait chaque musique détail, s'assurant que tout était bien fait. Pendant ce temps, la récolte musique de la 3e année arriva. Cette fois, ce furent 1100 kg de raisins, 4 fois plus que la première récolte. Avec son nouvel équipement et ses connaissances améliorées, Élise produisit 2300 bouteilles de vin. Mais en plus, musique, elle fit quelque chose de nouveau. Un vin rosé avec les raisins sémillons et une partie des merlots, un vin frais et fruité, parfait pour l'été. Le rosé fut un succès immédiat. Elle le vendit à 60 € la bouteille musique et il fut épuisé en 3 mois. Elle produisit 500 bouteilles et les vendit toutes. « Vous avez du talent pour cela », lui dit l'œnologue qui achetait sa production. Pas seulement pour faire du vin, mais pour comprendre le marché. Le rosé était un coup intelligent. Musique. Au moment où la nouvelle cave fut terminée, le vignoble Renaissance était déjà un nom connu dans la région. Les restaurants de la ville commandaient son vin. Les boutiques spécialisées voulaient ses confitures exclusives. Les touristes qui passaient par la vallée demandaient où ils pouvaient acheter ce vin de la femme qui avait ressuscité Musique, la vigne morte, parce que cette histoire s'était également répandue. Comment Antoine avait abandonné Élise avec une vigne morte en pensant qu'elle échouerait? Musique, comment elle avait converti cet abandon en triomphe. Les gens adoraient cette narration, et Élise, avec les conseils de marketing qu'elle avait appris dans son cours, l'utilisa intelligemment. Chaque bouteille portait une étiquette qui racontait brièvement l'histoire. Des cendres de l'abandon, la vie renaît. Elle inaugura officiellement la cave lors du 3e anniversaire de son arrivée au domaine. Elle invita des journalistes locaux, des blogueurs de vin, des propriétaires de boutiques gourmets, des restaurateurs. Plus de 50 personnes assistèrent. Monsieur André, maintenant âgé de 78 ans, mais toujours lucide et fort, fit un discours émouvant. Il y a 3 ans, cette femme est arrivée ici avec rien de plus que 2 enfants effrayés et une détermination que je n'avais jamais vue. Elle m'a demandé si elle pouvait ressusciter des plantes qui étaient mortes depuis 8 ans. Je lui ai dit que peu, être si elle travaillait dur, musique, mais elle a fait beaucoup plus que cela. Elle a créé la vie là où il y avait la mort. Elle a créé l'espoir là où il y avait le désespoir. Elle a créé une entreprise là où il n'y avait que des ruines. Élise, debout à côté de lui avec Camille et Théo à ses côtés, sentit des larmes de fierté et de gratitude. Quand ce fut son tour de parler, elle garda son discours bref. Quand on m'a laissé ici il y a 3 ans, on a pensé que ces plantes mortes étaient la seule chose que je méritais. Cela s'est avéré être le plus grand cadeau de ma vie. On m'a forcé à découvrir qui je suis vraiment, et je suis beaucoup plus que ce que j'ai jamais imaginé. Les applaudissements résonnèrent dans la petite vallée. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Élise s'assit seule dans la salle de dégustation qu'elle avait construite. Les murs étaient décorés de photographies d'avant et d'après. Musique, la vigne morte et grise, la vigne verte et exubérante, la maison en ruine, la cave neuve. En 3 ans, elle était passée de 0 à générer des revenus annuels d'environ 250 000 € entre les confitures et le vin. Elle employait 8 personnes de manière permanente et 5 autres temporairement pendant la récolte et la haute production. Mais plus que les chiffres, ce qui la remplissait de satisfaction, c'était le respect. Elle n'était plus l'abandonnée, la victime, la pauvre femme que son mari avait jetée. Elle était Élise Lefebvre, musique vigneronne, entrepreneur, mère célibataire, réussie. Ses enfants étaient heureux et en bonne santé. Camille, maintenant 10 ans, parlait d'étudier l'œnologie quand elle serait grande. Théo, 7 ans, savait déjà distinguer les différentes variétés de raisins. Elle vivait dans une maison confortable, avec de l'eau courante, de l'électricité, musique, du chauffage en hiver. Les enfants allaient à une petite école privée, mais bonne, au village. Elles avaient de nouveaux vêtements, des jouets, musique, des opportunités. Elles avaient un avenir. Et cet avenir qu'Élise avait construit de ses propres mains, avec sa détermination inébranlable, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son passé était sur le point de revenir, et qu'elle devrait affronter l'homme qui l'avait abandonnée. Mais cette fois, depuis une position de force absolue. La camionnette souleva de la poussière sur le chemin d'entrée du vignoble Renaissance. Élise était dans le vignoble, supervisant la taille d'hiver avec Pierre, lorsqu'elle entendit le moteur. Elle ne reconnut pas le véhicule. Une camionnette Toyota blanche,
plus neuve que la sienne, mais avec des signes évidents de négligence. « Musique, vous attendez des visites, Madame Élise » demanda Pierre. « Non » répondit-elle en enlevant ses gants de travail tout en marchant vers l'entrée. La camionnette s'arrêta devant la nouvelle cave. Du côté conducteur descendit un homme qu'Élise mit plusieurs secondes à reconnaître, Antoine. Mais pas l'Antoine arrogant et bien musique habillé qu'il avait abandonné 3 ans et demi auparavant. Cet homme était décharné, avec des vêtements froissés et sales. Il avait perdu du poids, beaucoup de poids. Ses cheveux, autrefois toujours bien coiffés, étaient longs et ébouriffés. Il avait une barbe de plusieurs jours et des cernes profonds. Du côté passager descendit une femme qu'Élise supposa être Sophie. Elle avait aussi l'air mâle, avec du maquillage coulant et une expression de dégoût sur le visage. Élise s'arrêta à 10 mètres d'eux, les observant avec un calme qui la surprit elle-même. Elle ne ressentait ni douleur ni rage, seulement une curiosité distante, comme si elle regardait des étrangers. « Élise » dit Antoine. Sa voix était rauque, brisée. « Antoine, musique » répondit-elle avec neutralité. Il regarda autour de lui, contemplant les rangées de vignes vertes et ordonnées, la nouvelle cave avec son panneau professionnel, la maison rénovée au loin, la camionnette d'Élise garée à proximité. Je n'arrive pas à croire que ce soit le même endroit. Ce n'est pas le cas, dit Élise simplement. Sophie s'approcha d'Antoine, s'accrochant à son bras avec une familiarité qui ne provoquait plus aucune émotion chez Élise. « C'est ça le domaine » demanda Sophie d'une voix aiguë. « Tu as dit qu'il était abandonné, qu'il ne valait rien. Il l'était quand je l'ai laissé, » murmura Antoine sans cesser de tout regarder avec des yeux incrédules. Élise croisa les bras. « Que voulez-vous? Je suis occupé. » Musique. Antoine se passa la main dans les cheveux d'un geste nerveux qu'Élise se souvenait de lorsqu'ils avaient des problèmes d'argent dans leur mariage. « J'ai besoin de te parler seul à seul. » Sophie protesta, mais Antoine lui fit un geste pour qu'elle attende dans la camionnette. La femme obéit de mauvaise grâce, lançant à Élise un regard de haine. Quand ils furent seuls, Antoine fit un pas vers Élise. « Musique. Pouvons-nous nous asseoir quelque part ?» Élise le conduisit à la salle de dégustation. Musique, où il y avait une petite table avec des chaises. Depuis la fenêtre, on pouvait voir tout le vignoble s'étendre vers les montagnes. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Antoine regardait la table, incapable de soutenir son regard. « J'ai entendu des choses sur toi, » commença-t-il. « Sur cet endroit, je ne pouvais pas les croire. Alors je suis venu voir de mes propres yeux. »« Et alors ?» demanda Élise sans émotion. « C'est incroyable ce que tu as accompli. Les vignes sont vivantes. La cave, l'entreprise. On m'a dit au village que tu génères de bons revenus, que tu emploies des gens. C'est exact. » Antoine la regarda finalement. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Élise, j'ai commis la pire erreur de ma vie. Plusieurs, dirais-je, » répondit-elle avec une froideur qui le fit frissonner. « Je sais. J'ai été un idiot, un aveugle. Je t'ai abandonné, toi et nos enfants, dans cet endroit en pensant qu'elles y mourraient. J'ai cru qu'en 1 mois tu me supplierais de revenir. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Et au lieu de cela, tu as construit tout cela. » Il fit un geste, englobant tout, pendant que moi, sa voix se brisa. Élise attendit en silence. « Pendant que moi, j'ai tout perdu, » continua Antoine. « Le salon de beauté de Sophie a fait faillite 6 mois après que nous nous soyons mis ensemble. Il s'est avéré qu'il était plein de dettes qu'elle m'avait cachées. J'ai dû vendre ma camionnette pour les payer. Ensuite, j'ai perdu mon travail, parce que j'ai commencé à trop boire. » Il fit une pause, essuyant ses larmes avec le dos de la main. « Sophie m'a quitté il y a 2 mois, quand elle a réalisé que je n'avais plus d'argent. Elle est partie avec un autre, un qui a quelque chose à lui offrir. J'ai perdu l'appartement où nous vivions. J'ai dormi dans la camionnette d'un ami qui me la prête. » Élise écoutait, sans montrer aucune émotion. Une partie d'elle, Musique, la partie qui avait aimé cet homme pendant 11 ans, ressentait une piqûre de pitié. Musique, mais ce n'était que cela, une petite piqûre distante. « Pourquoi me racontes-tu, Musique, tout cela, Antoine ?» Il la regarda avec désespoir. « Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un endroit où rester, d'un travail, de quelque chose. Je suis à la rue, Élise. Je n'ai nulle part où aller, c'était ça, la véritable raison de sa visite. Il n'était pas venu par remords sincère, mais par nécessité. Et tu as pensé que tu pouvais revenir ici, dit Élise. Ce n'était pas une question. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais, Musique, mais j'ai pensé que peut être à cause des années que nous avons passées ensemble, à cause de nos enfants. Nos enfants, interrompit Élise. Et pour la première fois, sa voix montra de l'émotion. C'était une froide fureur.
Tu parles des enfants que tu as abandonnés il y a 3 ans et demi? Des enfants à qui tu n'as pas envoyé un seul sou pendant tout ce temps? Des enfants qui ont pleuré pendant des mois en demandant musique, pourquoi leur père ne les aimait pas? Antoine baissa la tête, honteux. J'ai été un mauvais père, je sais, mais j'ai changé, Élise. J'ai touché le fond. Maintenant, je comprends ce que j'ai perdu. À ce moment, la porte de la salle de dégustation s'ouvrit. Camille entra, de retour de l'école. Elle avait maintenant 11 ans, grande pour son âge, avec les cheveux longs attachés en queue de cheval. Elle s'arrêta, en voyant Antoine. « Papa !» dit-elle d'une voix incertaine. Antoine se leva rapidement. « Camille, ma petite, regarde comme tu as grandi. » Il essaya de s'approcher pour l'embrasser, mais Camille recula instinctivement vers sa mère. « Que fais-tu ici ?» demanda la petite. La froideur dans la voix de sa fille de 11 ans frappa Antoine comme une gifle. « Je suis venu voir comment vous alliez. Vous m'avez beaucoup manqué. »« Tu ne nous as pas manqué, » répondit Camille avec une honnêteté brutale. « Musique, maman a dit que tu étais parti parce que tu ne nous aimais pas, que tu avais trouvé quelqu'un de mieux. Ce n'est pas vrai, j'ai commis une terrible erreur, mais je vous ai toujours aimé. » Camille regarda sa mère, cherchant un guide. Élise hocha légèrement la tête, lui donnant la permission de dire ce qu'elle pensait. « Si tu nous avais aimés, tu ne nous aurais pas laissés ici sans rien. Maman a dû travailler très dur pour nous donner à manger. Elle a pleuré de nombreuses nuits en pensant que nous ne pourrions pas survivre. Mais nous l'avons fait sans toi. » La voix de Camille tremblait, mais elle restait ferme. « Maintenant, nous avons une belle maison, assez de nourriture. Nous allons à une bonne école. Maman a construit tout cela seule. Nous n'avons pas besoin que tu reviennes maintenant que ça s'est mal passé avec ta copine. » Antoine s'effondra sur la chaise, vaincu par les mots de sa propre fille. « Va chercher ton frère, » dit doucement Élise à Camille. « J'ai besoin de finir de parler avec ton père. » Quand la petite fut partie, Antoine sanglota, la tête entre les mains. « Même ma musique propre fille me déteste. »« Elle ne te déteste pas, » dit Élise. « Elle est juste honnête sur la façon dont tu l'as fait se sentir. » Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant son vignoble. « Musique. Sais-tu ce qui est ironique dans tout cela, Antoine? Tu m'as abandonné ici en pensant que ces plantes mortes étaient une sentence, musique, que j'étais si inutile que je ne pourrais même pas survivre. Tu m'as dit que cet endroit était tout ce que je méritais. » Elle se retourna pour le regarder. « Tu avais raison. Cet endroit était exactement ce que je méritais. Je méritais l'opportunité de découvrir que je pouvais faire des choses incroyables quand j'arrêtais d'attendre qu'un homme me résolve la vie. Je méritais un endroit où je pourrais construire quelque chose qui m'est propre avec mes propres mains, avec mon propre effort. » Antoine leva les yeux, le visage trempé de larmes. « Élise, s'il te plaît, je te demande juste une chance. Musique, je peux travailler ici, dans n'importe quoi. Je connais les vignobles. Mon oncle m'a enseigné quand j'étais jeune. Tu n'as pas besoin de me payer beaucoup, donne-moi juste un endroit où dormir et de la nourriture. » Élise l'étudia en silence. Cet homme brisé devant elle avait été son mari pendant 11 ans. Il avait été le père de ses enfants. Une partie d'elle, musique très petite, ressentait de la compassion. Mais une partie plus grande, plus forte, se souvenait des nuits de faim. Elle se souvenait de ses enfants qui pleuraient. Elle se souvenait des mots cruels. « Tu es inutile, tu ne sers à rien. »« Non, » dit finalement Élise. « S'il te musique plaît. »« Non, » répéta-t-elle avec plus de fermeté. « Je ne vais pas te donner de travail. Je ne vais pas te donner un endroit où rester, et je vais musique t'expliquer pourquoi. » Elle se rassit en face de lui. « Si je te donne du travail maintenant, tu serais ici par nécessité, non par remords sincère. Tu travaillerais avec du ressentiment, me voyant tous les jours dans l'endroit que tu as méprisé et que j'ai musique transformé en succès. Cela ne serait bon pour aucun de nous deux. » Elle fit une pause. « De plus, mes enfants, Camille t'a déjà dit ce qu'elle ressent. Théo est plus petit, mais il se souvient aussi. Je ne vais pas les forcer à te voir tous les jours quand ils ne sont clairement pas prêts pour cela. »« Mais je n'ai nulle part où aller, » gémit Antoine. Élise ouvrit son sac et sortit 500 €. Elle les posa sur la table. « C'est suffisant pour que tu loues une chambre au village pendant 1 mois, pour que tu manges. Il y a du travail dans les autres caves de la vallée si tu veux vraiment travailler. Monsieur André a toujours besoin de monde pour la saison de la taille. » Antoine regarda l'argent mais ne le toucha pas. « Musique, c'est tout. 500 € et tu me jettes. »« C'est plus que ce que tu m'as laissé. »« Musique, » répondit Élise sans émotion. « Et je ne te jette pas. Tu n'as jamais été ici. Cet endroit n'est pas à toi. Il ne l'a jamais été. Je l'ai hérité, musique, de ton oncle. Je l'ai transformé en quelque chose de précieux grâce à mon travail. Tu n'es qu'un visiteur. » Elle se leva.
Quant à nos enfants, si tu as vraiment changé, musique, si tu veux vraiment faire partie de leur vie, tu devras gagner ce droit, non avec des mots, ni avec des larmes. Musique, mais avec des actions constantes pendant des mois. Peut être des années. Elle marcha vers la porte et l'ouvrit. Musique. Mais cela devra se produire selon tes propres termes, pas en vivant ici sous mon toit, dépendant de ma charité. Antoine se leva lentement, vaincu. Il prit les 500 € sur la table. « Pourras-tu jamais me pardonner ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Élise y réfléchit un instant. « Je t'ai déjà pardonné, Antoine. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais te pardonner ne signifie pas oublier ce que tu as fait. Cela ne signifie pas te sauver des conséquences de tes décisions. Cela ne signifie pas te donner une place dans la vie que j'ai construite après que tu m'aies laissé pour mourir. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu as choisi d'abandonner ta famille pour une femme qui s'est avérée ne pas être ce à quoi tu t'attendais. J'ai choisi de prendre ce que tu m'as laissé, et musique, de le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, nous vivons tous les deux avec nos choix. » Antoine hocha la tête lentement, comprenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Adieu, musique Élise. Adieu, Antoine. » Elle le vit marcher vers la camionnette où Sophie attendait. Elle entendit la discussion entre eux, bien qu'elle ne pût, musique, distinguer les mots. Elle vit la camionnette faire demi-tour et s'éloigner, soulevant musique de la poussière sur le chemin. Pierre s'approcha du vignoble. « Tout va bien, Madame Élise ? » « Tout va bien, musique Pierre. Ce n'était qu'un fantôme du passé. » Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Élise sortit sur le porche de sa maison avec un verre du vin qu'elle avait produit cette année-là. Les étoiles brillaient au-dessus du vignoble, plus belles que jamais. Monsieur André arriva sur son vélo, comme il le faisait parfois la nuit. « Martine m'a dit qu'Antoine est passé, » dit le vieil homme, en s'asseyant à côté d'elle. « Il est venu demander de l'aide. Je lui ai dit non. Comment te sens-tu avec cette décision ?» Élise réfléchit attentivement avant de répondre. « Musique, en paix, il y a 3 ans. S'il était revenu, je l'aurais probablement accepté parce que j'avais peur. Musique parce que je croyais que j'en avais besoin. Parce que je ne savais pas que je pouvais faire cela seule, » dit-elle, en désignant le vignoble avec son verre. « Mais maintenant, je connais la vérité. Non seulement je peux le faire seul, mais je peux le faire mieux seul. Je n'ai pas besoin d'un homme qui me sauve ou me complète. Musique, je suis déjà complète. » Monsieur André hocha la tête avec satisfaction. « Hector m'a dit une fois que la meilleure vengeance contre ceux qui te sous-estiment est le succès retentissant. Tu as réussi cela, ma fille. »« Je ne l'ai pas fait par vengeance, » dit Élise. « Je l'ai fait par survie d'abord, pour mes enfants ensuite, et finalement pour moi-même. » Antoine était hors de propos dans tout le processus. Musique. Elle but son vin, le savourant. Bien que je doive admettre que le voir ainsi, détruit par ses propres décisions pendant que je prospère, a une certaine justice poétique. Musique. Crois-tu qu'il reviendra? Élise haussa les épaules. Peut être, mais s'il le fait, la réponse sera la même. C'est mon endroit maintenant. Musique ma vie, mon succès. Il n'a plus sa place ici. Au cours des semaines suivantes, Élise entendit des nouvelles d'Antoine par l'intermédiaire du village. Il avait trouvé un emploi temporaire dans une grande cave, nettoyant des barriques et faisant des travaux de base. Il louait une petite chambre dans la pension de Madame Dubois. Apparemment, il avait cessé de boire. Camille demanda si elle pouvait le voir. « Tu veux ?» demanda Élise, surprise. « Je ne sais pas » répondit la petite. « Je suis toujours en colère contre lui, mais c'est aussi mon papa. Je me demande s'il a vraiment changé. » Élise serra sa fille dans ses bras. « Musique, si tu veux le voir, tu peux, mais selon tes termes, pas les siens. Tu décides quand, où et pour combien de temps. Et si à un moment donné tu te sens mal à l'aise, nous partons. » Elles organisèrent une rencontre sur la place du village, en territoire musique neutre. Antoine arriva à l'heure, propre, sobre. Élise resta à proximité, mais laissa de l'espace à Camille et Théo pour parler avec leur père. La conversation fut maladroite, douloureuse. Les enfants ne savaient pas quoi lui dire. Antoine essayait trop, promettant des choses qu'Élise savait qu'il ne pourrait pas tenir. Au bout d'une demi-heure, Camille dit à sa mère qu'elle voulait partir. Sur le chemin du retour, la petite était silencieuse. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda Élise. « C'est étrange, » dit finalement Camille. « Je me souvenais de papa comme quelqu'un de grand, fort, important, mais aujourd'hui, je l'ai vu, et ce n'est qu'un homme triste, petit. » Élise hocha la tête, musique comprenant. Les personnes qui nous blessent semblent souvent plus grandes dans notre mémoire que dans la réalité. Crois-tu que je pourrai un jour lui pardonner vraiment? Cela dépend de toi, mon amour, et de lui. Le pardon se gagne par des actions, pas par des mots.
Théo, qui avait été silencieux, Musique parla soudain. « Je n'ai pas besoin de lui. J'ai monsieur André, et Pierre, et Julien. Ils m'enseignent des choses et me traitent bien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est parti et qui n'est revenu que parce que ça s'est mal passé pour lui. » La sagesse dans les mots de son fils de 7 ans fit qu'Élise sentit un nœud dans la gorge. Ses enfants avaient grandi fort malgré tout, peu, être même grâce à tout. Un mois après la visite d'Antoine, Élise reçut une lettre de lui. Elle était courte, écrite à la main avec une écriture irrégulière. « Élise, je sais que je n'ai plus le droit de te demander quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que tu as raison sur tout. J'ai été un lâche, un idiot, un mauvais père et un pire mari. Voir ce que tu as construit avec les ruines que je t'ai laissées m'a enseigné plus sur mon propre échec que n'importe quoi d'autre. Je ne vais plus te déranger, Musique, mais je veux que tu saches que je travaille à être meilleur. Non pour que tu me pardonnes, non pour revenir dans ta vie, mais parce que je comprends finalement que je dois le faire pour moi-même. Prends soin de nos enfants. Ils ont de la chance de t'avoir. Antoine. » Élise lut la lettre une fois, puis la rangea dans un tiroir. Elle ne répondit pas. Musique. Il n'y avait rien à dire. Cet après-midi-là, tandis qu'elle vérifiait les nouvelles plantes qui étaient arrivées pour étendre le vignoble à 7 hectares, Élise réalisa quelque chose d'important. Elle ne pensait plus à Antoine avec douleur, rage ou même satisfaction de sa chute. Elle ne pensait tout simplement plus à lui du tout. Musique. Il était devenu une note de bas de page dans l'histoire de sa vie, non un chapitre important. L'histoire réelle était celle-ci. Musique, une femme, ses 2 enfants et une vigne qui refusait de rester morte. Et cette histoire commençait à peine. 7 ans après qu'Antoine l'ait abandonnée avec une vigne morte et 50 €, Élise Lefebvre se réveilla dans sa maison de 3 chambres avec un sol en céramique Musique et de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'aube. À 41 ans, Musique, elle se leva avec l'énergie de celle qui aime ce qu'elle fait. Depuis sa fenêtre, elle pouvait voir l'empire Musique qu'elle avait construit de ses propres mains. Le vignoble Renaissance n'était plus un petit domaine de 5 hectares. Il englobait maintenant 12 hectares de vignobles en pleine production, avec des rangées parfaites de cèpes qui s'étendaient à perte de vue. Les plantes, qui ressemblaient autrefois à des squelettes gris, fleurissaient maintenant vertes et exubérantes. Musique chargée de grappes qui, dans 3 mois de plus, seraient prêtes pour la récolte. Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon, Sémillon, Syrah. 5 variétés premium qui produisaient des raisins exceptionnels. La cave originale, ce hangar adapté Musique où elle avait fait son premier vin, n'était plus qu'un entrepôt pour les outils. À sa place s'élevait une construction moderne de 2 étages. En bas, la salle de production avec une capacité de 50 barriques de chêne français. En haut, une salle de dégustation élégante avec des vues panoramiques sur la vallée, Musique, une boutique bien achalandée et un petit bureau administratif. La pancarte à l'entrée du chemin n'était plus la modeste peinture sur bois qu'elle avait faite des années auparavant. C'était maintenant un panneau professionnel, Musique en fer forgé et en bois, qui disait « Vignoble Renaissance, cave artisanale, Musique millésime, 2018, visite et dégustation. » Samedi et dimanche un 0H, un 8H. Élise s'habilla avec un jean propre et une chemise brodée du logo du vignoble Renaissance. Depuis 2 ans, elle avait adopté un style professionnel, mais confortable pour son travail quotidien. Dans la cuisine, Camille préparait déjà le petit déjeuner. La jeune femme de 17 ans avait hérité de la détermination de sa mère et de l'amour de la terre. Grande, avec des cheveux foncés attachés en tresse, elle portait le t-shirt de l'École nationale supérieure agronomique de Bordeaux, où elle étudierait l'énologie l'année prochaine. « Bonjour maman », salua-t-elle en lui servant du café. « Monsieur Pierre a appelé. Il dit que la taille du secteur Musique Nord est prête pour que tu la vérifies. Merci mon amour. Et ton frère ?» Théo est sorti tôt avec Julien. Il répare le système d'irrigation du secteur Est. Théo, maintenant 13 ans, avait développé une aptitude particulière pour la mécanique et musique, les systèmes d'irrigation. Il passait des heures avec Julien à apprendre comment maintenir en fonctionnement toute l'infrastructure du Musique Vignoble. Pendant qu'elle déjeunait, Camille vérifiait des chiffres sur un ordinateur portable. Les réservations pour les dégustations de ce week-end sont complètes. 35 personnes samedi, 42 dimanche, et nous avons 3 nouvelles commandes de restaurants à Paris pour les lignes réserve et grande réserve. Élise hocha la tête avec satisfaction. Le no-tourisme musique était devenu une partie importante de l'entreprise. Chaque week-end, des visiteurs de la capitale et d'autres provinces arrivèrent au vignoble Renaissance pour faire des dégustations guidées,
Achetez du vin directement à la cave et écoutez l'histoire de la naissance du projet, car l'histoire était aussi importante que le produit. Les gens n'achetaient pas seulement du vin, ils achetaient de l'inspiration. « As-tu terminé l'essai pour l'université » demanda Élise. « Presque. J'écris sur les techniques de vinification durable. Je vais utiliser le vignoble Renaissance comme étude de cas. » Musique. La fierté qu'Élise ressentit fut si intense qu'elle dut cligner des yeux pour retenir ses larmes. Sa fille, Musique, qui était arrivée dans ce domaine à 6 ans en pleurant de peur et de faim, écrivait maintenant des essais académiques sur l'œnologie en utilisant l'entreprise de sa mère comme exemple. Après le petit déjeuner, Élise fit son tour matinal de la propriété. C'était un rituel qu'elle n'abandonnait jamais, peu importe à quel point sa journée était chargée. Pierre, maintenant 62 ans, et chef de culture officiel du Musique Vignoble, l'attendait dans le secteur nord, avec un rapport détaillé de la taille hivernale. « Tout est prêt, Madame Musique Élise. Cette année, les plantes sont plus fortes que jamais. J'estime que nous allons récolter 15 000 kg de raisins, peut être plus. 15 000 kg. Cela signifierait environ 9 000 bouteilles de vin une fois le processus de vinification terminé. À un prix moyen de 25 € par bouteille, cela représentait plus de 225 000 € de revenus annuels rien que pour le vin. Mais le vin n'était pas la seule affaire. Les confitures artisanales, qui avaient été son salut les premières années, continuaient d'être prospères. Rose, Anne et Marie, Musique, ainsi que 4 autres femmes du village, produisaient maintenant 20 variétés différentes de conserves gourmets qui se vendaient dans des boutiques spécialisées dans tout le pays. Les confitures généraient 80 000 autres euros par an. Musique. Au total, le vignoble Renaissance facturait environ 300 000 € par an. Après les coûts d'exploitation, les salaires, les impôts et la réinvestissement, Élise avait des bénéfices nets d'environ 100 000 € par an. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir, mais plus important que l'argent était l'impact. Le vignoble Renaissance employait 23 personnes de manière permanente, 12 dans les vignobles, 8 dans la production de confitures, 2 dans la boutique et la salle de dégustation, et une comptable qui venait 3 jours par semaine. Pendant la saison des vendanges, elle employait 15 autres personnes temporairement. 38 familles dépendaient directement ou indirectement d'une entreprise qui avait commencé avec une femme désespérée, 2 enfants affamés et un champ de plantes mortes. « Monsieur Pierre », dit Élise tandis qu'elle marchait entre les rangées. « Le mois prochain, j'ai besoin que vous formiez Michel afin qu'il puisse vous remplacer lorsque vous prendrez votre retraite. » Pierre rit. « Musique, prendre ma retraite. Qui a dit que j'allais prendre ma retraite ? » « Votre dos chaque fois que vous vous baissez pour tailler, » répondit Élise avec affection. « Je vous constitue un fonds de retraite. Quand vous déciderez de vous reposer, vous aurez assez pour vivre confortablement. » Les yeux du vieil homme se remplirent de larmes. « Madame Élise, vous êtes trop bonne. Vous êtes avec moi depuis presque le musique début, Pierre, quand personne ne croyait que cela fonctionnerait. Vous méritez la sécurité dans votre vieillesse. » En fait, Élise avait établi un petit fonds de pension pour tous ses employés de longue date. Ce n'était pas obligatoire légalement, mais c'était la bonne chose à faire. Pendant qu'elle continuait son parcours, Élise passa par le secteur où elles avaient planté les premiers ceps récupérés. Certaines de ces plantes originales produisaient encore, maintenant avec des troncs épais et tordus, qui racontaient l'histoire de leur résurrection. Elle s'arrêta devant la première plante qui avait montré des signes « musique de vie », celle qui avait fait germer une minuscule tige verte et l'avait fait pleurer d'espoir. C'était maintenant un monstre de près de 3 m de haut avec un tronc de l'épaisseur d'un bras humain. Elle toucha l'écorce avec révérence, comme elle le faisait toujours. « Merci », murmura-t-elle, « de m'avoir appris que ce qui semble mort n'attend parfois que. »« Tu parles encore avec les plantes, maman ?» Élise se retourna et vit Théo approcher, couvert de graisse du système d'irrigation qu'il avait réparé. « Toujours », répondit-elle avec un sourire. « Monsieur André m'a appris que les plantes écoutent. » La mention de Monsieur André apporta une piqûre de tristesse. Le vieil homme était décédé 2 ans auparavant, à 83 ans, dans son lit, entouré de sa famille. Musique. Ces derniers mots pour Élise avaient été « Tu as rendu Hector fier depuis le ciel, ma fille. Et moi aussi. » Son vignoble de 3 hectares faisait maintenant partie du vignoble Renaissance. Les neveux de Monsieur André, qui n'avaient aucun intérêt à le maintenir, l'avaient vendu à Élise à un prix juste. C'était une façon d'honorer la mémoire de l'homme qui l'avait sauvée quand elle n'avait rien. « Maman », dit Théo tandis qu'il marchait vers la maison. « C'est musique vraie, ce que m'a raconté Monsieur Guillaume. » Guillaume Mercier, l'œnologue qui avait été son premier grand client, était maintenant associé minoritaire du vignoble Renaissance et son conseiller technique.
Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Que quand papa t'a laissé ici, il a pensé que c'était une blague cruelle, que personne ne pourrait rien faire avec cet endroit. Élise soupira. Il était inévitable que ses enfants entendent les histoires, les différentes versions de la façon dont tout avait commencé. C'est vrai, ton père m'a laissé ici en pensant que j'échouerais, mais ce n'était pas une blague, Théo, c'était de la cruauté. Le garçon la regarda avec ses yeux intelligents. Lui, as-tu jamais vraiment pardonné? Élise réfléchit attentivement à sa réponse. Oui, je lui ai pardonné parce que garder de la rancune m'aurait blessé, moi. Musique. Mais pardonner ne signifie pas oublier, ni que ce qu'il a fait était bien. Il te manque? L'idée de ce qui aurait pu être s'il avait été différent me manque, mais l'homme qu'il était vraiment ne me manque pas. Antoine était resté au village pendant 2 ans après sa réapparition. Il travailla dans diverses caves, toujours à des postes de base. Il tenta de reconstruire une relation avec Camille et Théo, avec des résultats mitigés. Musique, Camille développa finalement une relation cordiale, mais distante avec lui. Musique, elle le voyait occasionnellement, acceptait ses appels, mais ne lui pardonna jamais complètement. Théo n'avait tout simplement aucun intérêt. Pour lui, Antoine était un étranger qui partageait son ADN, rien de plus. Il y a 3 ans, Antoine avait trouvé un meilleur emploi dans une cave de la capitale et avait déménagé. Il appelait les enfants pour leurs anniversaires et envoyait des cartes à Noël. C'était un père absent qui tentait, sans grand succès, de compenser des années d'abandon. Élise ne ressentait rien pour lui, musique, ni amour, ni haine, pas même de pitié. Il était simplement hors de propos dans sa vie. Musique. Cet après-midi-là, tandis qu'Élise vérifiait les livres de comptabilité dans son bureau, elle reçut un appel qui la prit par surprise. « Madame Lefebvre, c'est Édouard Rivas du ministère de l'Agriculture. Musique. Nous souhaitons vous inviter à donner une conférence aux Assises nationales des femmes du terroir musique le mois prochain. » Élise avait reçu des invitations similaires auparavant, mais celle-ci était différente. Les Assises nationales étaient un événement important avec des centaines de participants, une couverture médiatique, des fonctionnaires du gouvernement. « Sur quel sujet ?» demanda-t-elle. « Sur votre histoire. Comment vous avez transformé un domaine abandonné en une entreprise prospère? Comment vous avez créé des emplois dans une zone rurale? Vous êtes un exemple parfait d'autonomisation féminine et de développement durable. » Élise accepta, bien que l'idée de parler devant des centaines de personnes l'intimidât. 1 mois plus tard, elle se tenait sur la scène des Assises nationales à Paris, face à un public de 700 femmes rurales de tout le musique pays. Elle portait un tailleur simple, mais élégant. Sur les écrans géants derrière elle, étaient projetées des photographies de l'avant et de l'après du vignoble Renaissance. Les ceps morts contre les rangées vertes, la maison en ruine contre la cave moderne. Elle commença sa conférence de la seule manière qu'elle connaissait, avec une honnêteté brutale. Il y a 7 ans, mon mari m'a abandonné dans un domaine avec des vignobles morts, sans argent, sans nourriture, avec 2 jeunes enfants. Il m'a laissé là en attendant que je meure. Il m'a dit que j'étais inutile, que je ne méritais rien de plus que ces plantes sans vie. Elle pouvait entendre les murmures d'empathie dans l'auditoire. Pendant la première nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré de peur, d'humiliation, de désespoir. Mais quand le soleil s'est levé le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir échouer. Musique. Pendant l'heure suivante, Élise raconta son histoire sans fioriture. La faim, le travail brutal, les mains qui saignaient, les nuits sans sommeil. Mais elle parla aussi des petites victoires, du premier bourgeon vert, musique de la première vente de confiture, du premier vin qu'elle produisit. Ce n'était pas facile, continua-t-elle. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, des moments où j'ai pensé qu'il avait raison, que j'étais incapable. Mais alors je regardais mes enfants et je me souvenais pourquoi je devais continuer. Elle montra des chiffres concrets. Comment elle était passée de 0 € à facturer 300 000 € par an. Comment elle avait créé 23 emplois permanents. Comment ses produits se vendaient dans 3 pays. Mais le succès financier n'est pas le plus important dans cette histoire. Musique, dit-elle en approchant de la fin. Le plus important, c'est ce que j'ai appris sur moi-même. Elle fit une pause, laissant ses mots résonner. J'ai appris qu'une femme n'a pas besoin qu'un homme la sauve. J'ai appris que l'abandon peut être une libération si vous décidez de le voir ainsi. Musique. J'ai appris que ce que les autres appellent la mort n'est parfois qu'une opportunité de renaître plus forte. L'ovation fut assourdissante. Les 700 femmes se levèrent, applaudissant, pleurant, s'embrassant entre elles. Après la conférence, des dizaines de femmes s'approchèrent d'Élise pour lui raconter, musique, leurs propres histoires. Des femmes abandonnées, veuves, divorcées,
toutes luttant pour survivre dans des zones rurales où les opportunités étaient rares. Élise écouta chaque histoire, donna des conseils quand elle le pouvait, offrit des contacts, partagea des ressources. Au moment où la saison des vendanges arriva, et tout le domaine se remplit d'une activité frénétique. Elle récoltait les raisins au moment parfait de maturité, les traitait immédiatement, commençait la fermentation avec le soin méticuleux qu'Élise avait perfectionné au fil des ans. Cette récolte serait spéciale. Élise avait décidé de créer une ligne ultra premium, seulement 300 bouteilles de son meilleur merlot, avec un élevage de 18 mois en barrique neuve de chêne français. Elle l'appellerait Résurrection et le vendrait à 100 € la bouteille. C'était un risque, mais Élise ne craignait plus les risques calculés. Un samedi après-midi, lors d'une dégustation touristique, un homme d'une 50aine d'années s'approcha d'Élise après avoir goûté le vin. « Madame Lefebvre, mon nom est Antoine Guerrier. Je suis distributeur de vins premium en Suisse et en Belgique. J'ai goûté votre Merlot Réserve et il est exceptionnel. Musique. J'aimerais parler d'exportation. » L'exportation était quelque chose qu'Élise avait envisagé, mais n'avait pas poursuivi activement. « Quel volume chercheriez-vous » demanda-t-elle. « Pour commencer, 5000 bouteilles par an. Si cela fonctionne bien, nous pourrions atteindre 20 000 en 3 ans. 20 000 bouteilles signifierait tripler sa production actuelle. Elle devrait étendre le vignoble, embaucher plus de personnel, investir dans plus d'équipements. « Laissez-moi y réfléchir », répondit-elle. « Je vous enverrai une proposition la semaine prochaine. » Cette nuit-là, Élise réunit Camille, Théo, Guillaume Mercier et Pierre dans la salle de dégustation. Elle leur expliqua la proposition. « Cela changerait tout, dit-elle. Nous passerions d'une cave-boutique musique à une opération moyenne. Plus d'emplois, plus de revenus, mais aussi plus de pression, plus de responsabilités. « Que veux-tu faire, maman ?» demanda Camille. Élise regarda par la fenêtre vers les rangées de vignes qui brillaient sous la lumière de la lune. « Je veux continuer à croître, mais de manière durable, sans perdre la qualité qui nous rend spéciaux. Musique, je veux que lorsque je ne serai plus là, ce soit une entreprise solide qui puisse vous être transmise. Musique, alors fais-le, dit Théo avec la confiance simple d'un enfant de 13 ans. Tu as toujours su faire grandir les choses mortes. 3 mois plus tard, Élise signa le contrat d'exportation avec un nouveau prêt de la banque qu'ils approuvèrent immédiatement compte tenu de son historique impeccable. Elle acheta 5 hectares adjacents et commença à les planter. Elle engagea 15 personnes de plus. Elle construisit un 2e bâtiment de production. Elle investit musique dans une technologie de pointe pour le contrôle de la température et de l'humidité. Le vignoble Renaissance était en train de devenir quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. 2 ans plus tard, lors du 9e anniversaire de son arrivée au domaine, Élise organisa une célébration spéciale. Elle invita tous ses employés actuels et passés, des personnes musiques du village qui l'avaient aidé, des clients, des fournisseurs. Plus de 200 personnes se réunirent sur les terres de la cave. Elles avaient installé des tentes, des barbecues, une petite estrade pour la musique. Élise monta sur la scène pour faire un discours. « Il y a 9 ans, je suis arrivée ici avec mes 2 enfants, sans un sou, abandonné par un homme qui croyait que je ne valais rien. Il m'a laissé dans un champ de plantes mortes, en pensant que ce serait ma fin. » Elle regarda la foule réunie, des visages amis, des familles qu'elle avait aidées à soutenir. Mais les plantes n'étaient pas mortes, seulement endormies. Et moi non plus. J'attendais seulement l'opportunité de découvrir ma force. Camille et Théo montèrent sur la scène à côté d'elle. Ce sont mes enfants qui m'ont appris que l'amour peut être plus fort que musique, tout abandon. Camille commencera ses études d'œnologie le mois prochain. Théo parle déjà d'étudier l'ingénierie agricole. Ensemble, un jour, ils mèneront le vignoble Renaissance plus loin que ce que musique je pourrais rêver. Elle fit une pause émue. Mais ce n'est pas seulement mon histoire. Musique, c'est l'histoire de Monsieur André. Que son âme repose en paix, qui m'a enseigné tout ce que je sais sur les vignes. C'est l'histoire musique de Pierre, qui a travaillé à mes côtés depuis presque le début. C'est l'histoire de Marie, Rose, Anne et toutes les femmes qui ont cru en ce projet quand ce n'était qu'un rêve fou. C'est l'histoire de chaque personne ici qui a mis son effort, ses connaissances, sa foi dans une idée simple, que des cendres de l'abandon peut renaître quelque chose de beau. Les applaudissements résonnèrent musique dans la vallée. Quand la fête fut terminée et que tout le monde fut parti, Élise resta seule, marchant dans son vignoble sous les étoiles. Musique. Elle toucha les plantes en passant, sentant leur force, leur vie. Elle s'arrêta devant ce premier cep qui avait revivifié, celui qu'elle avait touché en pleurant de désespoir lors de sa première nuit et en pleurant ensuite de joie lorsqu'il montra des signes de vie. « Musique, nous l'avons fait », murmura-t-elle. Contre toute attente,
Nous l'avons fait. Au loin, elle pouvait voir les lumières de sa maison où ses enfants dormaient en sécurité et heureux. Elle pouvait voir la cave moderne qu'elle avait construite, les champs qui s'étendaient dans toutes les directions, musique tous productifs, tous vivants. Le vignoble Renaissance n'était plus seulement une entreprise. C'était un héritage, une preuve vivante qu'une femme peut prendre ce que les autres appellent des ordures et le transformer en or, que les plantes mortes peuvent fleurir, musique que les cœurs brisés peuvent guérir et se renforcer. C'était la preuve que parfois le pire moment de votre vie est en réalité le début de votre meilleur chapitre. Antoine lui avait donné des plantes mortes en pensant que c'était une malédiction. Cela s'est avéré être la plus grande bénédiction de sa vie, car ces plantes l'ont forcé à découvrir qu'en elle résidait une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée, une capacité à travailler, à apprendre, à construire, à diriger. Elle n'avait pas besoin qu'un homme lui donne de la valeur. Elle l'avait déjà. Musique. Elle n'avait pas besoin de sauvetage. Elle était parfaitement capable de se sauver elle-même. Musique, et plus important encore, elle avait enseigné cette leçon à ses enfants. Camille et Théo grandirent en voyant leur mère convertir le désespoir en détermination, l'abandon en opportunité, la mort en vie. Ils n'accepteraient jamais d'être sous-estimés. Ils ne croiraient jamais qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Ils sauraient avec une certitude absolue qu'ils pouvaient réaliser l'impossible s'ils travaillaient assez musique dure. C'était le véritable héritage du vignoble Renaissance. Pas les millions facturés, pas les hectares cultivés, pas les bouteilles vendues. L'héritage était la preuve qu'une femme peut prendre les ruines de sa vie et construire un empire. Élise Lefebvre, 43 ans, musique vigneronne à succès, employeuse de 38 familles, mère de 2 enfants extraordinaires, se tint au milieu de son vignoble florissant et sourit. Musique. Les plantes qui étaient mortes donnaient maintenant des fruits. Son cœur qui avait été brisé était maintenant complet. Sa vie qui avait semblé terminée atteignait à peine son meilleur moment. Et tandis que les étoiles brillaient sur le vignoble Renaissance, Élise sut avec une certitude absolue que le meilleur restait à venir. Car lorsque vous plantez des graines de détermination, les récoltes sont musique infinie. Avez-vous aimé cette histoire de dépassement? Mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez la partie qui vous a le plus ému. Partagez votre moment préféré dans les commentaires et rappelez-vous, peu importe à quel point votre vignoble semble mort aujourd'hui, avec du travail et de la détermination, vous pouvez le transformer en un empire florissant. À bientôt pour la prochaine histoire inspirante. M.